votre cerveau va capter chaque seconde pendant le temps que vous allez m'accorder. Ce que vous allez en faire ne dépendra pas de votre attention, mais de votre intention. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Ventura, je viens de Toulouse pour vous parler de votre cerveau. Je suis du Vertical Aeroline à la tête d'une équipe qui s'appelle Shift Up. On est spécialiste en agilité, management, outils collaboratifs. On s'intéresse particulièrement au design d'organisation. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment fonctionne votre cerveau. 126, je vous disais. 126, c'est ce que collecte votre cerveau. Ça va du son de ma voix, de ce que vous voyez, de l'odeur du repas qui reste peut-être encore un peu dans vos narines, du bruit que fait le voisin en bougeant sa chaise, de la ventilation ou du vidéoprojecteur. C'est tout ça. Ça fait à peu près 7 millions d'informations par jour. Alors qu'on s'entende bien, hein, vous les collectez. Je n'ai pas dit que vous les traitiez. Si vous passez vos soirées sur la télé, devant YouTube ou sur TikTok, choisissez votre génération, en fait, vous ne gardez pas 7 millions d'informations par jour. C'est énormément de choses, c'est beaucoup de choses. Mais il s'avère que de toutes ces choses-là, vous ne décidez pas grand-chose. On va parler, pendant ces 45 minutes, de vous et de vous. Alors souvent, je vais dire, vous ne décidez pas de grand-chose, c'est pas vous qui décidez, vous n'avez pas décidé. Alors on s'entend bien, c'est vous, parce que c'est votre cerveau, il est à vous. Mais je vais parler de modes de fonctionnement qui vous dépassent et dont vous n'avez pas conscience. Donc, vous ne décidez pas toujours de la façon dont votre cerveau va traiter l'information. Je vais parler d'intention parce que l'attention ne suffit pas. Être attentif ne va pas vous apporter grand-chose si vous n'avez pas une intention. Je vais vous faire un petit exercice. Je vais vous proposer de regarder la petite vidéo que je vais afficher après ce slide-là, qui durera un peu moins d'une minute. Et je ne vous donne aucune intention. Je vais juste vous demander d'être très attentif. Ok? On était prêts, hein? Alors, soyez attentifs. Sans intention, c'est compliqué de percevoir tout ce qui se passe devant vos yeux. Sans intention, vous n'avez pas remarqué toutes les différences entre le plan de départ et le plan d'arrivée. C'est extrêmement compliqué. Et c'est ce qu'on peut retrouver dans le métier. Sans intention, en fait, beaucoup de choses peuvent nous échapper. Parce que si je prends un Scrum Master avec moi et que je l'amène dans son périmètre, que je lui dis regarde et que je lui dis rien, il ne verra pas ce que je veux qu'il voit. Il verra des choses, mais il ne verra pas tout. Et il ne saura pas quoi collecter, quoi prendre. Mais il s'avère que c'est pas tout en fait, parce que vous allez me dire, il suffit d'avoir une intention. Démarrons avec une intention. Qui a des enfants? Elmer. Qui connaît Elmer, le gentil éléphant? Je vais vous donner une intention. Je vais afficher un slide. Après,
quelques secondes, d'accord? Je vais vous demander quelque chose d'assez simple. Vous comptez combien il y a d'Elmer sur le slide suivant, d'accord? C'est votre mission. Combien il y a d'Elmer? Mon slide, je l'affiche à peu près 6 secondes. Ok? Je compte sur vous, hein? Attention, vous êtes prêts? C'est parti. 12. Quelqu'un a un autre chiffre? Hein? Non? 12? Ok. Donc, une intention, vous rentrez dans une réunion avec une intention, vous rentrez sur un coaching avec une intention, vous rentrez avec une intention. Nous avons 12 Elmer. Qui a pu voir, alors, désolé pour ceux du fond, que la tortue est une mandarine? Qui a pu voir que le gant de boxe est une tomate? Ou que les nattes de la petite fille sont un cordon de téléphone? C'est ce qu'on appelle la cécité attentionnelle. C'est-à-dire que sans intention, c'est compliqué. Avec une intention, vous êtes manipulable. Si vous entrez avec une intention dans une réunion, un peu compliquée, vous pensez savoir ce qui se passe, on va vous donner des faits, on va discuter avec vous, on va vous présenter le contexte, on va vous dire qu'il faut décider des actions, mais si vous avez une intention, votre intention risque de vous rendre aveugle à un certain nombre d'informations qui peuvent venir modifier votre perception de départ. L'attention est manipulable et la cécité attentionnelle peut faire en sorte que vous preniez de mauvaises décisions parce que votre intention est trop forte et va évacuer les informations qui iront contre elle. Et je reviendrai dessus parce que votre cerveau est très très doué pour ça. Donc, Elmer, la cécité attentionnelle, c'est compliqué, et pourtant vous êtes à la manœuvre dans ce cas-là. Parlons d'un moment où vous ne l'êtes plus. Votre cerveau a deux grands modes de fonctionnement. Alors je ne vais pas parler du cerveau droit et du cerveau gauche, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet c'est que, quand je vous disais tout à l'heure, je vais dire vous avez, vous, un pilote automatique. Quelque chose qui fonctionne en permanence sans que vous en soyez réellement conscient. Et donc c'est celui-là que je dis qui n'est pas vous, même si c'est vous. Et vous avez une tour de contrôle, et là c'est plutôt vous. C'est vous le conscient, la petite voix qui parle dans la tête de certains. En tout cas, cette capacité, tour de contrôle, à manipuler des concepts extrêmement difficiles, à rester concentré sur des sujets complexes. Cette tour de contrôle, elle est feignante, parce qu'elle est énergivore. Vous savez, dans la nature, si ça doit consommer beaucoup d'énergie, ben en fait, ça ne peut pas fonctionner en permanence. Et votre cerveau fonctionne au sucre, d'où la présence de tous ces bonbons sur toutes les tables. C'est pour que vous soyez éveillés et que vous puissiez enregistrer grandement tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est pas une blague, hein. Si vous faites des réunions et que vous êtes fatigué, mangez du sucre. Ça sera plus efficace pour les décisions que vous aurez à prendre. Donc la tour de contrôle, elle a besoin de sucre, elle est très énergivore, donc elle fonctionne que très rarement, en tout cas moins que ce que vous pensez. Et quand elle est en manque de sucre, et bien en fait, les décisions vont tomber sur des habitudes et des postulats que vous avez, et vous allez aller chercher des réponses faciles. Typiquement, si vous faites une réunion très très compliquée en fin de journée, après avoir souffert de toute la journée, de toutes les réunions et les points urgents qu'on vous a collés, qui ont mis votre planning en vrac, si on vous rajoute une réunion à 19 h parce qu'il y a un souci là, sachez qu'il y a de fortes chances que vous n'ayez pas la réserve nécessaire pour prendre une décision en tout état de cause. Vous allez en prendre des décisions, indéniablement. Mais en tous les cas, vous risquez de sauter sur des facilités, des choses que vous avez déjà mis en place. Vous penserez avoir un avis bien tranché sur la situation, mais pas forcément très avisé. Du coup, cette tour de contrôle, la plupart du temps, en fait, elle est en sommeil.
vous allez l'activer que quand vous allez en avoir vraiment besoin. Et c'est notre pilote automatique qui prend le relais la plupart du temps. Le pilote automatique, c'est une des meilleures choses qui nous a été offerte pour notre évolution. Lui, il a des prismes de lecture, il a une vision du monde qui fait qu'il va faire tout le nécessaire pour que votre vision du monde soit la plus cohérente possible. Sauf que c'est le pas vous. Votre pilote automatique prend des décisions sans que vous en ayez conscience. Ce n'est pas vous qui décidez. C'est un symbole graphique quelconque qui peut être interprété de 1000 façons différentes. Votre cerveau a décidé, dans son contexte, de le considérer un B ou un 13. C'est très bien. C'est extrêmement facilitant pour notre vie. C'est très juste, en l'occurrence. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous n'avez pas décidé consciemment que vous allez l'interpréter de cette façon-là. La décision s'est faite toute seule. Dans ce contexte-là, et dans la plupart des cas, c'est une grande facilité, ça nous permet de nous mouvoir dans la vie, de prendre des décisions et d'agir au quotidien de la meilleure façon qui soit. Par contre, comme tous les autres biais cognitifs, en fait, ça peut vous leurrer. Vous pouvez tomber dans des situations où vous êtes persuadé avoir raison, ou que c'est ça dont il s'agit, et pourtant, ce n'est pas le cas. Je vais vous faire un petit exercice. Ça s'appelle une illusion bistable. Vous n'avez aucun repère de profondeur, de position. Qui la voit tourner de droite à gauche? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, Okay. Qui la voit tourner dans l'autre sens? Voilà. Ah oui, ça change. Elle a changé là. Elle a changé. Ah, ça y est. En fait, c'est votre cerveau qui travaille tout seul, qui vous demande rien du tout. Lui, il voit une animation, il ne sait pas l'interpréter, il n'y a pas d'indication pour nous dire dans quelle situation elle trouve, dans quelle pièce, quelle profondeur. Il n'y a rien comme indication, donc il décide de façon unilatérale, sans rien vous demander. Je vais tourner dans ce sens-là. Et si vous vous concentrez un peu, si vous essayez de voir, si vous creusez un peu, elle peut tourner dans l'autre sens. Parce qu'au final, il n'a pas vraiment décidé que ce serait comme ça. Mais, ce que je veux à nouveau vous montrer là, c'est qu'il a décidé sans vous. Et je peux le faire parler, votre pilote automatique. Vous voulez qu'on le fasse parler? Allez. J'ai une question, j'attends une réponse de votre part. Combien d'animaux de chaque espèce Moïse a-t-il embarqué sur son arche? Combien? Ah bah 2. N'hésitez pas. 2. Combien? 1. 1, 2, 2, 1. Ok, ça s'appelle l'illusion de Moïse. C'est une illusion très connue en psychologie. En fait, Moïse n'a pas d'arche. Ouais, donc d'accord. C'est votre pilote automatique. D'accord? C'est votre pilote automatique qui hurle dans votre cerveau. Je sais, j'ai l'information. En plus, je me suis bien amusé à vous leurrer. Hein. Je vous ai mis un joli dessin. Avec un mec. Je mets arche, combien d'espèces. Allez, le reste, on l'évacue. On sait. On sait. Vous voyez le risque qu'il peut y avoir derrière tout ça? Oui. Votre cerveau fonctionne. Et il fonctionne bien. Et la plupart du temps, on en est tous très satisfaits. On a fait de longues études. On est rationnel. On s'appuie sur des faits. Mais beaucoup de choses nous échappent parce que beaucoup de décisions sont prises sans forcément qu'on en ait conscience. Alors, le sous-titre de Macron, c'est « Comment hacker le système pour se transformer ?» Fallait bien que je vous attire dans la pièce, hein. Excusez-moi, mais si je m'en étais resté à ça, je vais vous parler donc des transformations que l'on mène, les fameuses transformations agiles, notamment, hein, nous sommes à l'Agile D. Alors, déjà, moi j'ai pour habitude d'essayer de convaincre les gens de ne plus appeler ça des transformations, mais des évolutions.
Je ne suis pas pour qu'on retourne la table, et c'est surtout que vous allez le voir, l'être humain, il n'est pas vraiment fait pour qu'on retourne la table, puisque beaucoup de choses lui échappent. Donc, pour pouvoir évoluer, le premier élément de base pour hacker le système, sans surprise pour vous, hein, ça va être, il faut qu'on motive les gens. On parle aujourd'hui de management motivationnel, il faut motiver les équipes, il faut faire en sorte que toute cette transformation soit menée généralement tambour battant. Sauf que la motivation, en fait, c'est assez compliqué et il faut comprendre comment elle fonctionne. Alors, petit ancrage pour vous. La motivation, c'est PAC. D'accord ? PAC, parce que la motivation extrinsèque, d'accord, intrinsèque, elle existe déjà chez les personnes, il suffit de l'alimenter. Extrinsèque, on veut venir la créer, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas par défaut. Donc PAC, parce que pour pouvoir activer ce levier motivationnel, il va falloir s'appuyer sur des éléments personnels. Proposer aux gens de gagner plus de plaisir ou d'avoir moins de peine. En action avec l'espoir de quelque chose ou la peur de, d'accord, éviter quelque chose. Et alors, le contexte social est très fort. Le jour où je me suis lancé dans cette conférence, il y a un peu plus d'1 an, j'ai dit à tout le monde que j'allais faire une conférence. Donc, socialement parlant, j'avais une pression, je ne pouvais pas faire marche arrière, il fallait bien que je l'écrive, la conférence. Le détail de l'écriture, ce sera pour une autre fois. Donc, c'est en s'appuyant sur ces leviers qu'on va pouvoir créer effectivement une motivation. Si ces leviers n'existent pas, vous n'allez pas motiver les gens. Petit détail pour que vous ne me fassiez pas dire ce que je n'ai pas dit, mais moins de peine ou plus de peur est un levier motivationnel qui peut être très fort, mais qui ne s'inscrit pas dans le temps. Préférez l'autre partie. Plaisir et espoir, ça sera plus pérenne et vous pourrez soulever plus de motivation. Motiver pour bouger, c'est toujours très bien, mais nous avons tous un biais très très fort qui s'appelle Intention Behavior Gap. Vous l'avez tous expérimenté parce que vous avez tous au moins une fois pris des résolutions de nouvelle année qui sont restées lettres mortes. Pour les coachs agiles ou Scrum Master ou les autres, vous avez tous vu des équipes en rétrospective faire des belles actions à mener qui n'ont jamais abouti. Nous sommes dans cette situation-là, Intention Behavior Gap, nous y sommes tous soumis, même avec beaucoup d'entrain et nous sommes très motivés. Demain, je vais aller courir. Ouais. Ben non. C'est un vrai frein qui s'oppose à nous. Intention Behavior Gap. Alors du coup, se pose la question de, ok, donc comment on va faire? On doit changer nos pratiques, on doit évoluer, on doit abandonner nos vieilles solutions, nos vieilles façons de fonctionner, on aimerait changer, on a ce cerveau-là qui fait un peu ce qu'il veut, grosso modo. On est présent dans notre tête que très peu. On essaie de motiver les gens, c'est un peu compliqué. Alors, le vrai hack du système, le vrai hack du système, c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en place. C'est l'automatisation de votre cerveau. L'automatisation de votre cerveau, c'est de mettre en place des habitudes. Les habitudes, c'est ce qui va faire que votre cerveau va fonctionner de façon automatique et ne va plus se poser de questions. Les habitudes, elles sont ancrées en vous, vous en avez plein. Le problème des habitudes, c'est que c'est compliqué à changer ou à mettre en place. Qu'est-ce qu'une habitude? C'est mal. J'essaie aussi de faire en sorte que vous le reteniez. Donc, une habitude, c'est mettre en place un comportement.
D'accord? Un comportement qu'on va répéter encore et encore et encore et encore. Pour qu'il puisse se déclencher sous forme d'habitude, ce comportement doit s'appuyer sur la motivation, c'est pour ça que je vous en parle un peu, l'aptitude à le faire, d'accord? Il faut avoir le moyen de le faire, et il faut un déclencheur. Alors dans le déclencheur, il y a plein de choses. Ça peut être temporel, d'accord? Une heure de la journée, un jour précis. Ça peut être en fonction des gens que vous avez autour, ça peut être en fonction de la situation. On ne crée, on ne crée une habitude qu'à partir du moment où tous ces éléments-là sont disponibles pour lancer et pour ancrer cette habitude-là. Si vous décidez que votre équipe doit se mettre à faire des daily meetings, ok. Elle a une super salle, là, où elle peut rester debout avec son écran, où on lui affiche Jira, Version 1 ou je ne sais quel outil, et où tous les jours à 9h30, elles rentrent dans cette salle, ils font leur daily meeting avec l'outil, et puis ils sortent. Ok, on va lancer ça, on veut que ça devienne une habitude parce que c'est quotidien. Si l'équipe d'avant qui fait son daily à 9h n'est toujours pas sortie à 9h30 et squatte la salle, et que votre équipe à 9h30 passe son temps à attendre 3 minutes ou plus devant la salle, vous ne créerez jamais d'habitude. Parce qu'en fait, vous tuez l'aptitude à le faire. La force d'une habitude, c'est que dans le temps, ça peut durer très longtemps. Je vous parlais de déclencheurs. Il y a quelquefois des fumeurs qui, des années après avoir arrêté, vont avoir une envie extrême d'allumer une cigarette. Parce qu'en fait, le comportement est recréé par un déclencheur qu'ils n'avaient pas détruit en fait dans leur processus d'arrêt de fumer. Donc c'est vraiment quelque chose de puissant, l'habitude. On a ce principe-là. Pour comprendre l'habitude, en fait, il faut vraiment avoir la motivation et l'aptitude de le faire. Et répéter. Comme je vous disais, si vous perdez l'aptitude à faire, il va s'avérer que vous allez créer beaucoup de frustration et que vous n'allez pas pouvoir ancrer cette habitude. Si vous n'arrivez pas à motiver les gens, vous allez générer de l'ennui, du refus. Les gens n'ont pas envie de le faire, ils ont le moyen de le faire, mais pourquoi le faire? Donc il faut vraiment se concentrer sur l'ensemble de ces facteurs pour pouvoir créer une habitude et pour pouvoir l'ancrer et automatiser cette partie-là dans votre cerveau. C'est pas facile, parce que votre cerveau décide de beaucoup de choses sans vous. C'est pas facile parce qu'il faut du temps pour faire ce genre de choses, pour faire les transformations agiles, pour créer des automatismes, pour changer les pratiques dont on a l'habitude, pour en créer de nouvelles. Je vais vous donner un petit exercice à faire si vous voulez chez vous. Je ne sais pas où vous rangez les clés, mais dans mon exemple à moi, j'ai vécu très longtemps dans une maison où je mettais les clés à droite en rentrant, j'avais une patère, je posais les clés dessus. Puis j'ai déménagé et mes clés se mettaient à gauche dans un vide-poche. Sauf que j'avais une patère aussi dans cette maison à droite. Et pendant très longtemps, j'ai continué à mettre mes clés à cet endroit-là, alors que c'était pas là que je voulais les ranger. Et si vous faites ça, si vous décidez demain de prendre ces clés que vous rangez au même endroit et de les mettre ailleurs, il va se passer une chose, c'est que vous allez souvent l'oublier. Parce que vous êtes préoccupé, parce que vous êtes au téléphone, parce qu'il y a plein de choses. Et si vous vous forcez vraiment à changer, vous allez voir que vous reviendrez en arrière en vous disant « Ah oui, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut que je les mette là. » Donc il vous faut du temps. Il vous faut du temps et du droit à l'erreur. Et les transformations aujourd'hui que l'on mène doivent nécessiter d'avoir du temps et du droit à l'erreur. Parce qu'on est en train de changer des choses fondamentales et parce que notre cerveau ne nous aide pas du tout à ça. Je vous remercie. Si vous voulez aller plus loin, je peux vous conseiller quelques livres. Daniel Kahneman, qui est un psychologue,
C'est lui qui parle des tours de contrôle et du pilote automatique. Alors il ne le nomme pas comme ça, lui il nomme système 1 et système 2. Vous pouvez lire Charles Duhigg ou Fogg, Fogg a écrit Tiny Habits pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais. Et Daniel Pink sur la motivation, qui existe également en français. Merci beaucoup. Et je suis tout oui si vous avez des questions. Ouais. Combien de temps il faut pour adopter une nouvelle habitude? Alors, il y a une légende urbaine qui dit 12 ou 21 jours, je ne sais plus ce que c'est. Alors c'est faux, ce chiffre-là est faux. En fait, il vient d'un livre qu'a écrit un chirurgien esthétique sur le fait que ses patients acceptaient leur visage en moyenne au bout de 30 ans. Et en fait, même après, il a dit que ça s'appuyait sur à peu près rien. Donc, détruisez cette idée, elle n'existe pas, ce n'est pas vrai. Ça va dépendre de sa complexité, de votre capacité à la réaliser. C'est extrêmement compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si des gens se sont essayés, par exemple, à se mettre à courir le matin. Vous pouvez courir pendant 1 an et demi et puis un jour vous arrêtez. Et c'est toujours pas une habitude. Et il y a des choses que vous allez ancrer plus rapidement. Il n'y a pas de réponse facile à ça. Ça va dépendre vraiment de plusieurs facteurs, hein, le déclencheur, la motivation, donc effectivement l'environnement social. C'est très variable. Une autre question? Mais gardez confiance en votre cerveau, hein. C'est juste, de temps en temps, posez-vous la question si vous n'êtes pas en train de vous faire avoir. J'aime beaucoup le film Inside Out, vice versa en français. Ouais. Le film, le dessin animé. Il va y avoir un 2 qui va sortir, c'est pour l'adolescence, c'est plus complexe. Je me dis que dans une société où ça s'accélère tout le temps, de plus en plus vite, je pense qu'il est primordial je pense, après peut-être je changerai de mon avis, mais de prendre justement des habitudes pour se rassurer. On en a déjà plein. Et on les crée, enfin, je veux dire, on a des habitudes comportementales. Je suis à peu près sûr que chacun d'entre vous est capable de se déplacer chez lui sans forcément avoir de la lumière ou allumer un interrupteur. Des rituels. Des rituels ouais. Mais effectivement, des rituels peuvent vous permettre de libérer du temps. Il faut bien des rituels agiles. Et oui. Oui. Il y a des exercices qui existent pour essayer de travailler, être un peu moins sur une partie, sur l'automatisme et comprendre un peu plus le contrôle. Il y a des choses comme ça qui se travaillent? Alors, ça se travaille, il n'y a pas de règle absolue. En fait, si vous prenez, je vous conseille ne serait-ce que d'aller faire un tour sur la page Wikipédia des biais cognitifs. Vous allez avoir un peu peur, parce qu'il y en a tellement, c'est impressionnant. L'idée, c'est de se dire que soyez vigilant sur votre façon de traiter les choses. Si vous vous sentez agacé un peu trop vite, ou si vous prenez des décisions tac, peut-être que vous êtes en train de travailler sur un automatisme, peut-être que vous vous appuyez pas assez sur la réflexion, ou peut-être que ce qui vous habite sur le moment-là va fausser votre réflexion. Et en fait, on n'a que ça aujourd'hui pour contrer les biais cognitifs. Il n'y a pas de magie. Et ce que je vous présente là, ce ne sont pas que des biais cognitifs, hein, qu'on s'entende bien, mais il y a juste le fait d'être conscient de la façon dont on peut fonctionner et la façon dont on se comporte, qui nous permet de temps en temps de faire « Oh là, on va réfléchir ». Vous avez tous connu ce truc au début où ça vous énervait par mail, vous répondiez et puis vous envoyez, et puis vous l'avez regretté, et puis vous avez appris qu'on laissait passer un peu de temps avant de répondre énervé. Mais en fait, là, c'est la même chose. Quand je parle de tous ces éléments-là, c'est-à-dire que quand vous arrivez avec une intention en réunion, c'est simple, hein, je vais vous dire. Imaginez, on est collègues, il y a un nouveau boss. Ça, c'est un biais cognitif différent, mais il y a un nouveau boss qui arrive. Vous ne l'avez pas vu. Moi, j'arrive et je vous dis, de toute façon, il est chiant, il se mêle de tout, il veut tout savoir, ça va être la purge. Vous rentrez dans la salle de réunion, le boss
vous parle, il vous interroge pour savoir ce que vous faites et tout ça. Il y a de fortes chances que j'ai créé un tel ancrage en vous que la moindre question, vous allez vous dire, mais ouais, il est chiant quoi, il veut tout savoir, enfin, il va regarder ce que je fais tout le temps, il va me micromanager. La même chose, je vous dis, avant de rentrer, il est top, il veut savoir ce que tu fais, il s'intéresse à nous, il veut comprendre nos contextes et tout ça. Vous rentrez en réunion, vous réagissez différemment. L'idée, c'est qu'il faut qu'on se dise que voilà, on est soumis à beaucoup de choses qui nous influencent. Et donc, il faut essayer de rationaliser, de prendre un peu de distance avec ça pour aborder les choses. Mais il n'y a pas de solution magique, sinon je vous l'aurais proposé. Ou vendu, je ne sais pas. On est bon? D'autres questions? Oui. Du coup, ce qu'on appelle les intuitions, l'instinct, c'est du pilote automatique. Je ne saurais pas te dire sans... Je peux te dire ce que moi je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Je vous parlais au début que votre cerveau capte et qu'on ne traite pas forcément. Il m'est arrivé par exemple de quitter un bus et au milieu de l'allée, faire demi-tour et retourner et voir que mon portefeuille, que j'ai la mauvaise habitude de porter dans ma poche arrière, était sur le siège. Et je pense que ce que j'ai appelé intuition à ce moment-là, en fait, était juste que quand je me suis levé, mon cerveau l'a capté. Et le temps de traiter, le temps de... Hop, je ne sais pas te dire. Mais il y a beaucoup d'informations dans notre cerveau. Il y a un certain nombre qui sont traitées. Il y a un certain nombre qui reviennent dans le temps parce qu'elles sont là. Le domaine des neurosciences a de beaux jours devant lui parce que c'est un organe assez compliqué. Petit QR code pour laisser à mes collègues et moi un feedback et pour la journée parce que les gentils organisateurs ont travaillé grandement pour nous offrir ça. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci.